L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi créant un statut de l'élu communal présentée par M. Pierre-Yves Collombat et plusieurs de ses collègues. C'est une demande du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que nous devrons lever notre séance au terme d'un délai de 4 heures réservé à l'espace du groupe CRCE, soit au plus tard à 20h47. Dans la discussion générale, la parole est donnée à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes, chers collègues. Bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un membre du gouvernement qui veut parler, là, non? Bon, non, parce qu'on attend depuis un certain temps. Bien, mes chers collègues, monsieur le ministre, monsieur, vous aussi vous attendez? On va commencer tranquillement. Bien, président, monsieur le ministre, chers collègues, encore aujourd'hui, le mot même de statut de l'élu communal sonne comme une incongruité. Une incongruité, que dis-je, un gros mot. Une injure à tous ces hussards de la République honorés de se dévouer gratuitement pour nos communes, à en croire les croyants, non pratiquants d'ailleurs, de cette morale très exigeante. Nous allons voir si les temps sont venus de mettre fin à cette hypocrisie séculaire, qui est de reconnaître d'un côté que la commune est le terreau de la République et de la démocratie française, le premier garant de la cohésion sociale, le premier pourvoyeur de services publics de proximité, le premier investisseur public et directement ou indirectement le deuxième employeur public, et en même temps que les élus qui l'administrent, qui la font vivre, resteront éternellement privés de la reconnaissance de leur soutien essentiel et de leur fonction essentielle de la sécurité que représente un statut de l'élu communal. Un statut, en effet, fixe l'ensemble des garanties et des obligations qui, s'attachant à une personne, à un groupe, à un territoire, les distinguent des autres, facilitant ainsi l'accession du plus grand nombre aux fonctions électives, sans préjudice professionnel ou financier, et permettant la représentation de la population dans toute sa diversité. Instituer un tel statut serait prendre au sérieux notre Constitution, laquelle donne un fondement politique aux institutions locales. Selon ces termes, en effet, je cite, « L'organisation de la France est décentralisée », c'est l'article 1er, « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon, et ces collectivités, elles s'administrent librement par des conseillers élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » C'est l'article 72. Les communes sont donc loin d'être des institutions destinées à donner un vernis démocratique à une administration d'État déconcentrée ou à offrir, encore moins, un passe-temps à des notables rentiers. Ce serait prendre au sérieux l'idée de décentralisation en reconnaissant symboliquement l'importance de la mission de ceux qui administrent et donnent vie à la commune, ce que fait d'ailleurs la loi fondatrice de la nouvelle décentralisation du 2 mars 1982, qui prévoyait déjà une loi instituant un statut de l'élu local. Celle-ci sera semi-enterrée sous les couches de projets et propositions destinés à améliorer ou faciliter telle ou telle condition d'exercice des mandats locaux. Mais c'est pour les élus de la commune que l'hypocrisie bat ses records, puisque pour eux seuls a été conservé l'article 21-23-17 du CGCT, issu de la loi du 21 mars 1831, qui prévoyait, je cite, que les fonctions de maire, d'adjoint et de membre du corps municipal sont essentiellement gratuites. Cette loi, d'ailleurs, prévoyait par ailleurs, je cite, qu'aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté entre les mains du président serment de fidélité au roi des Français, obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume. Étrange hommage de la République à la monarchie de Juillet. Accessoirement, supprimer l'article L. 21-23-17 du CGCT, comme le propose le présent texte, permettrait de sortir du dilemme qui fait actuellement des indemnités de fonction soit le salaire d'une fonction publique croupion, par exemple c'est le cas du rapport Mauroy des années 2000,
soit une forme de dédommagement soumis à impôts et à cotisations sociales, ce qui n'est d'ailleurs pas banal pour un dédommagement de l'on ne sait quoi, perte de revenus, même si on est retraité, frais divers, compensation, dédommagement qui cohabitent avec la compensation de frais annexes, comme les frais de représentation. Tout cela resterait une entorse à la logique si, de glissement en glissement, l'indemnité n'est pas devenue pour Bercy un salaire comme les autres, imposable selon les modalités communes, et pour les percepteurs sociaux, un revenu à taxer comme les autres. Ainsi, l'article 10 de la loi de finances pour 2017, sans crier gare, avait-il supprimé la possibilité de déclaration fiscale séparée des indemnités électives et des autres revenus, entraînant de fait une majoration importante de l'impôt pour nombre d'élus. Je cite ce texte: « Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux, en application du Code général des collectivités territoriales, sont imposables à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires. » Applicables aux traitements et salaires. Étrange fonction qui est par ailleurs gratuite. On s'aperçoit aussi qu'outre la valeur symbolique de la reconnaissance de la fonction communale, instituer un statut de l'élu municipal est le seul moyen d'endiguer la dérive qui fait de l'élu territorial, et particulièrement communal, dans l'exercice de ses fonctions qu'il exerce, je le rappelle, au nom de la collectivité et dans l'intérêt général, qui en fait un simple citoyen ou un professionnel. En effet, si la longue liste des responsabilités des élus n'a rien à voir avec celle du citoyen lambda, ou même d'un chef d'entreprise, d'un médecin ou d'un avocat, il en va différemment de sa responsabilité pénale. Au mieux, elle est la même, souvent elle est plus lourde, au motif que l'intéressé est investi d'un mandat électif public, d'un pouvoir général de police ou est dépositaire de l'autorité publique. Le meilleur résumé de la situation nous est donné par Camille et Jean de Maillard. Je les cite: « Aujourd'hui, disent-ils, on n'est plus citoyen que pour s'abstenir d'agir. On n'est plus citoyen que pour s'abstenir d'agir, à moins de vouloir assumer une responsabilité dont on devient l'infamant débiteur. Tant qu'on refusera d'articuler principe d'égalité devant la loi et réalité de l'inégalité devant les charges, responsabilité et obligation, ce qui devrait être au cœur d'un authentique statut de l'élu territorial, on en restera là. Tant qu'il y aura, évidemment, des amateurs au rôle d'infamants débiteurs. » 3 urgences. Préciser les notions de prise illégale d'intérêt et de délit de favoritisme, ce que le Sénat a par ailleurs fait à l'unanimité 3 fois, mais qui a disparu dans le trou noir de la navette. Préciser l'article L. 122-4 du Code pénal en donnant force de loi à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai de 10 octobre 2012, relaxant le maire de Coulesorre, dans le Nord, précédemment condamné pour avoir donné une gifle à un adolescent provocateur. Mais l'institution d'un statut de l'élu communal ne saurait se limiter à une reconnaissance des responsabilités particulières des administrateurs communaux élus et à l'amélioration des conditions d'exercice de leur mandat. Elle doit aussi préciser les droits des conseillers municipaux, tout particulièrement ceux de l'opposition, trop souvent tributaires de la bonne ou mauvaise volonté du maire et de sa majorité. Pour que la commune soit réellement la cellule de base de la démocratie, il faut que ce soit un lieu réel de débat informé sur un pied d'égalité. Avant de succomber au charme imaginaire de la démocratie post-représentative, l'urgence est pour moi de revivifier la démocratie représentative en donnant toute sa place à un débat démocratique trop souvent réduit à l'exposé de discours parallèles, pour ne pas dire un dialogue de sourds. La démocratie, avant d'être le pouvoir des majorités, c'est d'abord le débat démocratique à égalité d'information. Tel est l'esprit de cette proposition de loi qui, évidemment, aborde aussi l'ensemble des dispositions pratiques susceptibles d'améliorer les conditions d'exercice des mandats municipaux, disponibilité des élus, formation, sécurité matérielle, professionnelle et juridique, pour s'en tenir à l'essentiel. À vous de dire, chers collègues, à vous de dire, monsieur le ministre, si vous entendez lui donner une suite ou lui réserver l'habituel enterrement de première classe qui suit en général les propositions que j'ai faites jusqu'à présent.
en tout cas, je vous remercie. J'espère que ce ne sera pas une incinération. La parole est à